ABD Podcast, toute l'information vulgarisée sur les sciences du sport appliquées au terrain. Préparation physique, réathlétisation, réhabilitation fonctionnelle, prévention, récupération, vous apprendrez tout des meilleurs experts de la planète prépa physique. Bonjour à tous, Aurélien Broussal-Derval pour un nouvel épisode ABD Podcast. Merci de nous rejoindre. Je reçois Mathieu Toulza. Mathieu, merci de venir sur le podcast. C'est un plaisir de t'avoir. Mathieu est posturologue du sport et podologue du sport aussi, mais très sensible à l'entraînement en général et à la préparation physique. On va parler de préférence motrice. Bien sûr, avec plaisir. Bonjour Aurélien. Bon, alors, tu sais que j'essaye de faire le moins de prosélytisme possible. La parole est ouverte sur cette antenne. Tu sais aussi que je ne suis pas un grand fan, hein, on va dire les choses telles qu'elles sont. Je ne suis pas un grand fan non pas de préférence motrice, parce que tu sais, j'ai reçu Lilian Lacourpaille. Je vous invite à regarder les épisodes de Lilian hein, sur cette chaîne ou sur le e-campus de transfert. On est complètement dans la préférence motrice. Pensez au niveau local, pour le coup, pas global. Si vous n'êtes pas à jour de ce qu'est une préférence motrice, on va faire un point là-dessus. Qu'est-ce que c'est qu'une préférence motrice? Mais en tous les cas, je vais expliquer après pourquoi j'ai, disons, des réticences sur la globalisation et la généralisation de la méthode telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui. Et on va discuter de ça tous ensemble. C'est quoi une préférence motrice? Alors une préférence motrice, c'est tout simplement une préférence que notre cerveau, notre système nerveux, à la base, a pour bouger. Hein, l'humain est avant tout fait pour bouger, il a besoin pour interagir avec son environnement de bouger, et du coup, qui suppose de bouger, suppose de créer un déséquilibre. Et pour créer un déséquilibre, c'est là où le cerveau va avoir une préférence entre se déséquilibrer plutôt vers l'avant, ou plutôt vers l'arrière, plutôt vers la gauche, ou plutôt vers la droite. Alors, il ne s'agit pas de cartographier les gens, de les mettre dans un profil, une case et dire voilà, je ne fais que ça. Non, c'est comme les deux mains, j'ai une main gauche, une main droite, mais quand j'ai besoin d'être très efficace ou performant, je vais plutôt aller chercher ma main dominante, pour ma part la main gauche. Et quand j'ai besoin de faire des mouvements un peu moins précis, je suis capable de tout faire, je vais chercher ma main droite, peut-être pour économiser également ma force, ou peut-être aussi parce que mon environnement ne me permet pas, c'est avant tout écosystème dépendant, c'est environnement dépendant, tout simplement parce que mon environnement ne me permet peut-être pas d'exprimer ma préférence motrice. Donc soit je m'adapte à cet environnement en faisant quelque chose qui est peut-être moins naturel, soit je fuis mon environnement, tel un animal. C'est hyper intéressant. Tu prenais l'exemple hors caméra de la conduite. Ouais. On est en plein dedans, ouais, clairement. Assez criant. Ouais. Si ça ne t'arrange pas que le levier de vitesse soit à droite, tu ne conduis pas. Ou tu t'adaptes. Ou tu t'adaptes, exactement. Ouais. Alors ça, c'est sans doute le premier élément très très important à mettre sur la table pour me réconcilier avec certaines méthodes de préférence motrice. Je pense notamment à Action Type. Je nomme les choses telles qu'elles sont. On peut aussi parler de Volodalen. Il y a plusieurs courants. On est vraiment aux prémices de la mise en connexion entre les quelques preuves scientifiques, il y en a quelques-unes, et le terrain. Effectivement, comme au début de chaque courant de pensée ou chaque méthodologie, il y a des raccourcis. Et sur une méthodologie qui vise quand même à classifier les gens, forcément les raccourcis peuvent être extrêmement dangereux. Et pour moi qui viens d'une école très technique, voire franchement techniciste, hein, peut-être par certains aspects, peut-être un petit peu élitiste même, et qui par ailleurs est une sensibilité assez nord-américaine de evidence-based training, on n'a pas traduit ça, mais les kinés savent très bien de quoi je parle. Les préparateurs physiques depuis 10 ans, où j'ai sorti la préparation physique moderne avec précisément cette intention de mettre en connexion la science et le terrain et la science. On veut des exemples justifiés par de la science, et on veut de la science appliquée au terrain concrète. C'est vraiment une tendance forte aujourd'hui. Comme tout courant naissant, on manque un peu de preuves scientifiques, et puis à l'inverse, il y a des raccourcis sur la technique qui me gênent un peu parfois. Ce ne sont pas forcément celles des créateurs, c'est ce que tu me disais. On peut parler rapidement des créateurs d'Action Type, de Volodalen par exemple, qui sont les deux courants les plus identifiés. Exactement. Toi, tu es formé aux deux, hein, c'est ça? Oui. Alors,
En gros, en Europe, on va parler de l'Europe parce qu'il y a eu des courants qui étaient naissants, on va dire, au début des années 70-80 aux États-Unis, mais on va rester en Europe. Dans les années 80-90, Ralph Hippolyte, entraîneur de volley, et Bertrand Térolas, entraîneur de volley, donc le premier était haïtien, le deuxième était suisse, se sont rencontrés et ont remarqué qu'il y avait des différences d'exécution pour un même mouvement donné. C'est-à-dire que pour une même consigne, admettons on prend 5 joueurs de volley, pour une même consigne, eh ben, il va y avoir 5 manières de l'appliquer différemment. Et se sont interrogés sur l'idée de se dire, mince, moi c'est pas ça que je veux, parce qu'ils étaient dans l'idée de la technique idéale pour eux, et ils essayaient de demander à leurs joueurs d'appliquer la technique telle que eux la réalisaient, puisqu'elle était performante pour eux, elle devait l'être pour leurs joueurs également. Et ils se sont interrogés parce qu'il y avait des joueurs où ils se sont rendus compte que ça créait beaucoup de fatigue, beaucoup de tension, d'autres qui arrivaient à appliquer cette technique, et puis au contraire d'autres qui perdaient complètement la motivation parce qu'ils n'y arrivaient pas. Et là, ça a été la naissance de recherche, d'identification et d'évolution sur 10 ans, où ils ont essayé de trouver des associations avec les neurosciences, avec des profils, ce qu'on appelle les profils moteurs, et de travailler du coup sur une méthode qu'on appelle l'approche Action Type, qui a pour vertu justement d'identifier différents profils moteurs et de faire des liens avec une approche cognitive. Au début des années 2000, Cyril Jeanne, qui est issu lui plutôt du milieu de l'athlétisme, a commencé également à voir des évidences dans la course à pied, puisque c'est vraiment son dada, si j'ose dire. Et il a distingué 2 grands profils qu'on appelle des terriens ou des aériens. C'est juste un continuum, c'est comme Action Type, en fait, on a des extrêmes et toute la population évolue au milieu. En fait, moi je suis gaucher, toi tu es peut-être droitier, et entre nous il y a ce qu'on appelle les ambidextres, etc. Bon bah voilà. Et donc Cyril a essayé d'identifier justement les aériens et les terriens et de travailler énormément, lui, mais plutôt dans le domaine de la course à pied et de faire des parallèles avec les préparations physiques, qui était aussi un cœur de métier qui l'intéressait. Donc voilà un petit peu comment ça s'est recoupé. C'est vrai qu'après, bah, de ces 3-là, il y a eu, on va dire, des courants qui sont sortis avec d'autres instituts, d'autres organismes de formation, et qui ont été justement, bah, des fois il y a eu quelques dérives, voire des déformations. C'est toujours pareil, hein, c'est quand Et peut-être que le système est encore en construction. Bien sûr, on est vraiment à la préhistoire du sujet. Et que des types de comportements moteurs sont à être réduits à 2, peut-être parfois des stéréotypes et des raccourcis malheureux. Peut-être qu'il en faut 10. Peut-être que alors, le temps, des profils moteurs, il y en a grosso modo 16 de base. Après, quand je te dis 2, c'est les 2 extrêmes en fait. Voilà. Ouais. Et après, on peut aller jusqu'en exactement. C'est un continuum, c'est pas des cases. Tout à fait. Voilà. Donc ça, c'est exactement là où je voulais t'amener en fait, parce que j'ai vu le cirque plusieurs fois dans les coachs qui du coup cherchent à simplifier le message, et à force de simplifier le message, on arrive à le perdre, à le caricaturer, exactement. Et du coup, effectivement, alors je n'ai pas le nombre exact, tu vois, de nombre de profils. Probablement qu'il y en a même encore plus que ça. Oui, bien sûr, on peut aller plus loin. Mais assez régulièrement, on entend que voilà, on peut diviser le monde en 2, quoi, les terriens et les aériens, ce qui est une. Enfin, quand on connaît l'homme ou le fonctionnement de l'humain, bien sûr. Alors, à plus forte raison, l'entraînement physique, ben, c'est c'est faux. En fait, c'est une erreur. Et puis le deuxième point qui est très important à rappeler, c'est exactement ce que tu disais en introduction, tu l'as dit très très tôt, c'est environnement dépendant. Exactement, ouais. Donc c'est pas forcément un héritage génétique qui nous met dans une case pour toujours. On peut aller et venir de ce... Tout à fait, ouais, exactement. L'homme est capable de tout faire encore, hein. C'est toujours une histoire. Heureusement, on n'est pas réduit à faire une seule chose. Maintenant, il est vrai que dans un souci énergétique, parce que le système nerveux, ce qu'il veut, lui, c'est durer. Donc, comme l'objectif pour lui, c'est de durer, il faut qu'il crée des connexions faciles, rapides, qui lui permettent d'accéder à une réponse motrice. Elle est bonne ou mauvaise, mais elle a le mérite d'exister, qui permet du coup de faire quelque chose facilement, de manière répétitive et de durer dans le temps. Après, l'environnement fait que des fois, elle ne peut pas l'exprimer, il va devoir faire autre chose. Il sait le faire, mais c'est moins naturel. Voilà, c'est comme s'il y avait un peu moins de connexion, un peu moins de facilité. Au stade de la connaissance qui est le nôtre aujourd'hui, a priori, ce n'est pas que héréditaire. On peut très bien avoir, si je reprends la caricature, un père terrien, une mère aérienne, un père terrien, une mère terrienne, et avoir des enfants qui ne sont pas terriens du tout. Et finir au test de l'air. Exactement. Et du coup, dans l'absolu, on sait qu'il n'y a pas qu'un caractère héréditaire. À la différence de la morpho-anatomie, pour le coup, c'est vraiment la somme du physique du père et de la mère qui donne le résultat. Donc, on y a encore plein de choses à découvrir, et c'est vraiment, on en est au stade de la préhistoire en termes des préférences. Ouais, et puis on a des vraies tendances sociales à certains moments, des vraies connexions psychologiques, des parcours techniques. Ouais. C'est vrai que j'ai eu des discussions avec des entraîneurs. Le fond du problème, c'était pas Action Type ou
l'eau d'haleine, c'était pas ça. Le fond du problème, c'est qu'ils ne savaient pas faire un squat à la base. Et donc, ils ne comprenaient pas ce que je leur expliquais, et ils essayaient à tout prix de faire rentrer les gens dans leur case, alors même que ça n'avait, à ce stade-là, c'était pas ça le problème. Tu vois. On peut prendre l'exemple hein, de l'haltérophilie versus le kettlebell, par exemple, qui, pour quelqu'un qui ne pratique pas ces disciplines, se ressemble énormément. On a une intention d'extension à haute intensité des hanches, donc d'activation musculaire dans le but d'une triple extension, mais en vrai d'une double extension en kettlebell, si on connaît bien. Déjà, il y a une grosse différence. Mais voilà, parlons de l'extension du genou et de la hanche déjà. Il y a une extension qui est verticalisée dans un cas, l'haltérophilie, et une extension qui est horizontalisée dans l'autre cas, le kettlebell. Alors, normalement, avec de l'analyse mécanique, on arrive déjà à savoir ça. Mais avec la pratique, on le sait, on le sent, voilà, ça fait partie de nous. Il n'y a plus de débat sur... Et donc, contextuellement parlant, encore une fois, ça voudrait dire qu'il y a des gens qui s'entraînent plus dans l'horizontalité et d'autres plus dans la verticalité, en fonction de la tendance de leur entraîneur, en fonction du sport qu'ils pratiquent ou de l'objectif qu'ils poursuivent. Et je vais aller encore plus loin que ça. C'est que j'ai vu des cirques, parfois même à l'INSEP, sur la scène centrale, de caricatures où ça marchait sur les pointes de pied ou sur les talons, et de faire encore une fois un groupe et un autre. Et de dire, il n'y a pas de passerelle. Juste au milieu, ouais. Or, moi, je suis infesté d'athlètes qui sont incapables d'être terriens sur ces disciplines de poids haltères et capables d'être aériens. Et je vais même aller très très loin dans l'analyse technique et à quel point c'est important et que c'est un préalable à ces outils-là. C'est que quand on est sur du kettlebell fin, techniquement bien coaché, on sait qu'on est beaucoup plus sur une technique de rappel ancrée dans le sol, avec plus de talons, avec un poids extrêmement centré, extrêmement ancré dans le sol, rifté dans le sol. Un truc de terrien. Si je suis votre formation, j'ai suivi ta formation sur le campus de transfert. Ouais. Très bien faite, je vous engage à aller la voir d'ailleurs. Et de l'autre côté, des aériens, parce qu'en haltéro, il n'y a pas de talon. Il n'y a pas de talon. Tu vas y passer très très rapidement à un moment donné dans le mouvement, mais très rapidement. En vrai, on est boule de pied, voilà. Il n'y a pas de talon. Et en fait, si on enlève le poids, le mec, il s'envole, littéralement. Alors ça ne se voit pas de l'extérieur, puisque les deux sont surchargés, ancrés dans le sol. Mais en vrai, quand tu connais la technique, tu sais que cette analyse, en fait, est complètement dépendante du contexte. Et donc, c'est un des raccourcis qui m'a un peu terrorisé, moi, pendant les dernières années, là, c'est que en prenant Action Type, par exemple, comme une formation initiale, on se retrouve avec des gens qui ne sont pas passés par ces fourches codines de l'expertise technique de nos métiers. Un filtre, ouais. Exactement. Et qui vont prendre des raccourcis à dire, par exemple, que la technique n'existe pas. Parce que les meilleurs coachs sont ceux qui n'arrêtent jamais de se former, parce que vous n'avez jamais assez de temps pour vous et pour votre passion, parce que rester au top de nos métiers en constante mutation est un game changer pour vous démarquer de la concurrence, eh bien j'ai développé une série de formations en ligne qui vont vous permettre rapidement et à moindre coût temporel comme financier de rester à la pointe des connaissances théoriques et scientifiques, à la mode des techniques et exercices de terrain. Depuis le sport santé, en passant par le coaching loisir jusqu'à la très haute performance, deux univers vous attendent. Un univers théorique et de méthodologie que j'aborde dans mes webinaires, thématique par thématique, et puis un univers pratique de terrain que j'aborde dans mes workshops. Tout cela sans bouger de chez vous et à votre rythme, puisque vous pourrez voir et revoir à volonté les contenus dans votre espace de formation. Pour agrémenter votre expérience, du contenu téléchargeable inédit et des quiz pour confronter vos nouvelles connaissances. Alors n'attendez plus et choisissez la thématique qui vous fait vibrer. Que vous soyez coach, kiné ou entraîneur, il y a forcément un sujet qui vous attend sur votre espace de formation. Je suis Aurélien Broussal-Derval, je suis préparateur physique, conseiller en sciences du sport et formateur depuis de nombreuses années et je mets tout en œuvre pour vous accompagner dans votre mise à jour de compétences. Ouais, non, ça là-dessus, je suis entièrement d'accord avec toi. Clairement, il y a surtout sur des gestes techniques, le squat, les pliochetés, l'arraché, etc. En plus avec une charge, donc déjà d'une part, il faut tenir debout,
avec un poids, il faut apprendre une technique et ça, c'est indispensable. Je ne me reconnais pas dans ceux qui diraient qu'il n'y a pas de technique dans un mouvement, enfin, pour le coup, où ils n'ont jamais pratiqué, ou alors je les invite à se former. Ça, c'est clair que sur ce principe-là, je suis entièrement d'accord. Peut-être au niveau, pour essayer d'être un petit peu plus fin dans l'explication au niveau de la motricité, quand on parle de... Alors, je reprends encore une fois, peut-être pour simplifier, pas parler des 16 profils, les deux extrêmes. Le terrien, il y a beaucoup de flexion, beaucoup d'ancrage. L'aérien, plutôt dynamique, plutôt porté sur l'avant. Il ne s'agit pas peut-être de faire tout le mouvement que sur le talon ou que sur l'avant. C'est déclencher le mouvement. C'est-à-dire à l'amorce de mon mouvement, par exemple, si je fais un squat, à l'amorce de mon mouvement, l'aérien sur un squat, le squat c'est plutôt un mouvement entre guillemets quand on descend de terrien qui dit flexion, dit bascule du centre de gravité sur l'arrière parce que la barre elle est derrière la nuque, sauf si on fait un front squat c'est différent. Et du coup à partir de ce moment-là, si on est aérien, on va peut-être encourager le port de chaussures avec un peu de talon, une légère surélévation comme on retrouve en haltéro pour stabiliser le mouvement déjà sur le tiers avant de l'avant-pied. Donc là ça veut dire que je vais faire mon squat et je peux le faire complètement, avec la technique, la motricité, etc., qu'il convient de faire. Mais l'amorce du mouvement va se faire en mettant ma chaîne musculaire posturale, c'est-à-dire celle qui me permet de stabiliser. Une préférence motrice, c'est une préférence pour s'équilibrer dans le mouvement. Donc j'amorce le mouvement plutôt dans l'un ou dans l'autre. Et après, la technique et le mouvement, bien sûr qu'elle a sa place. Et les deux s'associent pour donner de l'équilibre, en fait. Ça, c'est essentiel. Donc l'aérien va se mettre un petit peu sur l'avant dans le squat et peut faire une triple flexion. Le terrien, s'il n'a pas de limitation articulaire, s'il a une bonne technicité, s'il a une morpho-anatomie qui s'y prête, pourra accepter, lui, d'aller également, peut-être sans talonnette, complètement à plat au sol. Mais là, clairement, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de technique. Non, c'est presque dangereux de proposer ça à un athlète. Alors, tu ouvres une brèche dans laquelle je m'engouffre, la morpho-anatomie, hein, parce qu'effectivement, ça ne va pas être influencé, enfin, les deux sont forcément connectés, hein, et on sait très bien que les gens qui nous écoutent sont souvent assez aguerris en poids et haltères. On sait très bien que sur un squat, effectivement, les profils, les longueurs de fémur, de levier osseux en général, les mobilités articulaires, pas basées sur les tissus mous, mais basées vraiment sur la construction des structures, vont influencer aussi énormément tout ça. Et du coup, ce sera l'objet d'un autre épisode qu'on tournera ultérieurement, vraiment là-dessus. Maintenant, si on en revient aux préférences motrices, il y a quelque chose que j'aimerais dire aussi aux gens pour qu'il y ait un vrai bémol, une vraie prise de distance par rapport à ce qu'on peut vendre de manière parfois un peu cavalière, un peu sensationnelle même des fois. La préférence motrice, elle ne s'exprime pas toujours dans l'instant. C'est-à-dire que ce serait un peu trop facile de mon point de vue. Moi, je cours beaucoup, hein, donc je vois bien que je peux me déguiser si j'ai envie. Je ne conteste pas du tout le fait, on regarde, hein, on va courir dans le bois, on voit bien qu'il y a des gens qui traînent des pieds, pour faire simple, hein, et puis des gens qui virevoltent. On le disait tout à l'heure, on est dans une mode des gazelles, des gazelles qui rebondissent. Voilà, c'est un peu la tendance aujourd'hui. Et pour autant, il y a des belles performances. On sent bien que il y en a qui courent fort à ras du sol, et il y en a qui courent fort en virevoltant. Bon. Mais ce que je constate, c'est qu'on peut se déguiser à l'espace d'un instant. Tout à fait. Ce qui est important, c'est de voir ce qui se passe dans le temps. Ouais. Exactement. Dans une épreuve, alors après, c'est aussi épreuve dépendant, c'est un environnement qui lui est propre. Si on prend l'épreuve de l'exemple du marathon, qui parlera peut-être à tous ceux qui sont coureurs, on va caricaturer quelqu'un qui fait le marathon en 2h30, donc plutôt un bon niveau. Globalement, s'il est aérien, il ne va pas faire que de l'aérien pendant 2h30. S'il est terrien, il ne va pas faire que du terrien pendant 2h30. Il y a des moments dans la course où, s'il ne réfléchit pas, son système nerveux va gérer en fonction de son état de fatigue. Il a cette préférence. Moi, je suis gaucher, je veux prendre naturellement les choses de la main gauche, et sans me rendre compte, des fois, je suis un peu fatigué du bras gauche, hop, je vais changer, je vais le prendre de la main droite, histoire de reposer ma force. Et l'idée, c'est ça, c'est de passer de l'un à l'autre, et de ne pas être que terrien ou pas que aérien. Et pour le coup de l'environnement, il est très important, parce qu'on a des zones fortes, des capacités, des motricités dans lesquelles je suis capable d'évoluer, et si je regarde quelqu'un à l'instant T, je pourrais très bien prendre ta tasse avec la main droite et tu vas te dire, tiens, Mathieu, il est droitier. Non, c'est juste que la nécessité de tenir la tasse n'est pas une tâche très complexe pour moi et on pourrait presque croire que j'ai un profil rude, on pourrait dire, tiens, il est droitier. Non, je suis gaucher. Par contre, tu me demandes de mettre une cible avec une finesse, quelque chose de beaucoup plus précis. Je pourrais essayer de la main droite, mais je vais aller chercher à ma gauche. Donc la préférence, c'est ça, c'est quand j'ai besoin d'être performant, d'aller chercher grosso modo la quintessence de mon potentiel, il y a peut-être des moments où l'expression, où aller chercher ma motricité préférentielle va être pertinent. Mais on a tout à fait des athlètes qui performent des fois dans l'opposé de ce qu'ils sont. Et s'ils performent et qu'il n'y a pas de blessure,
on peut considérer qu'ils sont capables de tout faire. Pour le coup, ils sont vraiment hybrides, pardon. Et du coup, il n'y a pas lieu de les changer. Sur quoi on peut travailler avec eux, c'est plutôt leur dire, écoute, ta motricité, ta manière de fonctionner, ton système nerveux, l'info qu'il me renvoie, c'est plutôt ça. En revanche, si tu es bien dans ta motricité, dans ta performance, ne change rien. Par contre, si tu vois quelques drapeaux rouges apparaître, quelques zones douloureuses, ça, parmi tant d'autres, ce sera peut-être une zone qu'il faudra explorer pour voir si tu n'as pas explosé dans ce qui est peut-être moins ta force, ou est-ce que tu n'es pas au contraire en train de forcer un petit peu trop dans ce profil hybride. Mais bien sûr, il y a des athlètes qui sont capables de tout faire, si on prend un Federer au tennis, il est classé en motricité plutôt comme un aérien, mais il est capable de tout faire. Donc c'est ce qui fait aussi sa force, mais naturellement, il a des dominantes. Non, il y a des athlètes qui sont vraiment très très complets, hein. On peut pas les... Il y en a qui vont vraiment insister sur leur force et d'autres qui vont être capables d'aller de l'un à l'autre et sans testing, parce qu'il y a une base d'observable bien sûr, mais l'observable c'est une chose. Mais il y a aussi un testing à effectuer auprès des athlètes avant de les coacher pour voir vraiment la sensibilité. Il faut les mettre à la frontière du déséquilibre en fait. Tant qu'ils sont équilibrés, donc par exemple tester des gymnastes, moi j'ai été amené à tester des gymnastes, c'est très compliqué parce que leur job c'est de dealer avec la gravité en fait. Donc en permanence, même sur une seule jambe, droite, gauche, avant, arrière, elles sont très fortes. Donc il faut essayer de les fatiguer avant et de voir un petit peu ce qu'elles expriment quand elles sont à la frontière du déséquilibre, et là, ça va libérer leur motricité. C'est plus comme ça qu'il faut voir la chose. Tant que je ne suis pas en danger, je peux très bien courir si je suis en forme. Si je suis aérien, je peux faire du terrien, ça ne me fatigue pas. Tu vois. Donc c'est vraiment ça, c'est un mariage entre l'énergétique, l'équilibre, une notion de plaisir-douleur, et comment je génère ma puissance. C'est tout ça en fait, mais c'est inconscient, le système nerveux, il le gère en temps direct. Si je devais l'intérioriser, à partir du moment où je le réfléchis, quelque part, je mets des biais, quoi. Ouais, c'est intéressant. C'est vrai que déjà, ça met un gros bémol à ce qui est véhiculé en ce moment de manière, encore une fois, vulgarisée, peut-être raccourcie. Ne mettons pas les gens dans des cases. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce contre quoi je me bats. Donc, si quelqu'un me vend une méthode en me disant, bon, bah, voilà, toi, t'es blanc ou t'es noir, j'ai énormément de mal. On est sur une nuance de gris Bien en sûr. permanence. Et cette nuance de gris n'est pas constante. Et du coup, c'est vraiment important. Je pense que les gens ne tombent pas dans la facilité Non. et dans le sensationnel, les gens qui nous écoutent en tout cas, que tout ça sont des outils qui viennent enrichir notre analyse, notre point de vue, qui viennent peut-être nous aider à prendre une décision à un moment donné ou une orientation, parce que entraîner, c'est comme soigner, c'est choisir à un moment donné, c'est prendre des décisions, c'est arbitrer. Et il nous faut des éléments qui vont nous permettre de nous guider. Ça en fait partie. De mon point de vue, voilà, faites très attention, soyez prudents par rapport au cadre extrêmement rigide, et tout ce que tu décris là, ça va finalement à l'encontre d'un cadre rigide. On a quelqu'un qui est dépendant de son environnement, qui peut évoluer dans un sens ou dans l'autre, parfois même au cours d'une même épreuve, Bien sûr. qui peut se travestir selon son intérêt et l'efficacité à un moment donné. Et probablement que la richesse de la motricité humaine doit nous amener à coacher notamment les jeunes athlètes dont on a la charge. On a plus de mal à faire bouger ceux qui sont plus âgés, tu l'as vu avec tes gymnastes experts en stabilité, à expérimenter un peu tout. Bien sûr. Et à être capable de faire beaucoup de choses. Et ce qui est intéressant quand on travaille avec le plus haut niveau, c'est qu'on voit à quel point les gens peuvent s'adapter à des nouvelles contraintes, des nouveaux intérêts. Je prends l'exemple du judo que je maîtrise très bien parce qu'il y a quelques années, il y a 4-5 ans, il y a eu un changement de règle fondamental, un bouleversement dans la pratique. On n'avait plus le droit d'attraper les jambes debout, donc c'est ce qu'on appelle des ramassements de jambes. Donc pour projeter quelqu'un, tu vois, c'était compliqué de le faire pour certains athlètes que par le haut du corps. Ils venaient chercher le bas du corps, c'était leur style. Et ça a disparu. Toutes ces techniques ont disparu. Et là, il y avait 2 ou 3 grands champions qui dominaient le judo mondial grâce à ça. On s'est dit, ils vont disparaître. Et bien, en l'espace de 6 mois, ils se sont complètement restructurés, ils se sont adaptés à la règle et ils ont commencé à faire un judo beaucoup plus en déplacement, beaucoup plus. En fait, ils savaient tout faire. Ils avaient cette efficacité simple, droit au but, qui fonctionnait. Pourquoi le changer ? Il n'y a pas besoin. La règle a changé, donc là, nécessité d'adaptation. Et d'un seul coup, on se rend compte des fédéraires, voilà, qui, comme tu le disais, sont capables de tout faire.
Et c'est probablement d'ailleurs ce qui fait les grands champions dans la durée. J'allais te rejoindre là-dessus. Alors évidemment, on aura toujours des cas de champions qui ont été capables de performer avec un style vraiment très figé. Je crois quand même que le sport de demain, c'est la capacité justement à varier, en fait, à créer de la surprise. Tu parlais du judo, j'ai une sensibilité particulière pour les sports de combat. Il est vrai tu as que pratiqué le karaté, toi. Non, karaté, exactement. Karaté, Ouais, c'est exactement. la boxe américaine. Et du coup, l'idée c'était quoi? S'il y a bien un sport dans lequel on ne peut pas toujours exprimer sa motricité, c'est le sport de combat en fait. C'est-à-dire que si je me trouve acculé, obligé d'aller plutôt sur mon espace arrière, que Tu je sois choisis rien au pas terrain, tout. j'ai pas le choix. Il va falloir que je tienne debout, sinon c'est compliqué. Si je veux aller vers l'avant, c'est la même chose. Donc il y a des sports où le fait d'avoir une culture très variée, et plus on est jeune, et plus on va chercher la pluralité justement des motricités possibles, meilleur c'est. Et ça rendra justement l'athlète plus complet. C'est peut-être le reproche qu'on peut faire à certains sports qui veulent faire rendre des athlètes performants très jeunes, c'est que ça les oblige quelque part des fois à sélectionner une manière de fonctionner. Ok, le gamin il va performer, mais est-ce qu'on veut qu'il soit performant à 12-13 ans ou est-ce qu'on veut qu'il soit performant une fois qu'il sera senior et professionnel? C'est un choix, je ne dis pas que c'est bon ou mauvais, par contre il faut l'expliquer à l'athlète, il faut l'expliquer aux jeunes, sans compter tout ce qui est, moi mon domaine c'est plutôt la prophylaxie ou la prévention de travail sur les blessures, sans tout ce qui est compter justement tout ce qui est potentiellement pathologie de croissance, à les faire travailler toujours de la même manière. On retrouve quand même chez des jeunes, allez, on va dire entre 10 et 14 ans, des pathologies qui sont quand même certes liées à l'intensité de l'entraînement, à la croissance, mais aussi à la répétition sans cesse du même mouvement. En fait. Bien sûr. Le corps humain, on plus ancre le les mouvement, gens. voilà, exactement. Plus c'est varié, moins j'ai de chance. C'est pas le mouvement qui est parasitaire, c'est toujours la répétition du même mouvement en fait. C'est ça le problème. Et du coup, il faut essayer chez ces jeunes athlètes en tout cas, d'essayer de les faire travailler un large panel de techniques et pas travailler une seule cible, quoi, à mon sens. Ouais, on en revient finalement à l'expertise. Encore une fois, c'est de la même manière. On parle beaucoup de l'expertise des coachs depuis le début de ce podcast. Là, on en vient à l'expertise du jeune en développement, du jeune pratiquant. Il faut lui donner un maximum d'expertise. On ne sait pas de quoi sa vie sera faite de pratiquant, de quelle technique il aura besoin pour transcender ses propres performances. Ne présumons de rien, ne l'enfermons pas avant qu'il ait commencé sa carrière dans des cases, Ouais, surtout pas. Surtout pas, non. Laissons-lui la possibilité d'évoluer vers tel ou tel répertoire gestuel. Ouais, ça lui sera que bénéfique de toute façon d'être bon partout, ou tout du moins d'essayer de l'être. Il y aura certainement lui des affinités, des sensibilités dans lesquelles il se sentira mieux. Mais aller le laisser évoluer dans son environnement, moi je trouve ça plutôt bien. D'une part parce qu'en tant que personne, ça l'épanouira, et d'autre part parce qu'en termes de proprioception, ça va lui permettre d'aller maîtriser tout cet espace. Si je vais faire juste un petit rajout, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé et qui est quand même important avant ses préférences motrices. Il y a ce qu'on appelle les réflexes archaïques ou réflexes primitifs. Ce sont, pour faire simple, des réflexes qui sont engrammés au plus profond du cerveau et qui permettent en fait au nouveau-né, voire même dès la vie intra-utérine, d'évoluer ou d'interagir avec son environnement. Donc il y a plein de réflexes, réflexes de succion, d'agrippement, etc. Si ces réflexes n'étaient pas là, eh ben, grosso modo, on serait incapable à la naissance tout simplement de respirer ou même d'aller téter. Ces réflexes ont un véritable impact sur l'expression d'une motricité. C'est-à-dire qu'il y a certains réflexes qui, s'ils ne sont pas intégrés, ils doivent s'intégrer, c'est-à-dire ils ne disparaissent pas, mais ils s'éteignent pour permettre en fait au système nerveux un apprentissage de nouveaux patterns de motricité plus complexes. S'ils ne s'éteignent pas, ils vont parasiter complètement en fait la motricité, qu'on soit terrien ou aérien. Alors là, pour le coup, ça n'a plus de sens parce que c'est le réflexe qui prend le dessus, puisque c'est quelque chose, c'est un réflexe de survie au départ, et du coup, c'est quelque chose qui va perturber la motricité. Donc, au-delà des préférences motrices, de la technique, il y a aussi ce paramètre-là à prendre en charge, parce qu'il y a beaucoup de gens qui expriment un réflexe. Si on regarde ne serait-ce que la course à pied, si tu regardes quand les gens courent, un coureur sur deux, quand ce n'est pas 6 coureurs sur 10, court avec un réflexe d'extension, c'est-à-dire le pouce en l'air, comme si tu faisais du stop. Et ça veut dire que s'ils ont le pouce comme ça, ils l'ont également au niveau du gros orteil. Et donc toute la chaîne musculaire qui dynamise l'extension fonctionne ainsi. Donc ça, c'est un réflexe, des fois on peut faire le choix de le garder, ou on a besoin de travailler, faire un travail spécifique pour l'éteindre, pour que la personne puisse évoluer plus facilement et qu'elle ne s'épuise pas au niveau énergétique et limiter le risque de blessure ou améliorer la prophylaxie. Voilà. Écoute, c'était hyper intéressant. Si je donne un mot de la fin, c'est qu'il n'y a pas de raccourci. Vous avez bien compris, à un moment donné, il faut passer par l'expertise. Et tous ces outils vont prendre du sens avec l'expertise. C'est elle qui va permettre d'arbitrer entre des choix justement de conservation de réflexes ou des choix de modification de pattern. Toujours un rapport de risque-bénéfice. C'est vraiment nécessaire de comprendre que oui, la technique existe, et en fait, la technique est la base de tous ces choix qu'on va faire par la suite.
finalement, c'est l'expertise, la clé. Hein. Exactement. La On clé, est dans l'expertise de l'individualisation l'entraînement. aujourd'hui. C'est Avant, c'était d'ultra sport de individuel, niveau. ouais. Et même l'athlète, on va dire entre guillemets lambda, sans être négatif, veut du sur-mesure maintenant. On le voit en cabinet, nous en consultation. C'est fini l'ère où avant, il y avait que le sportif de haut niveau qui avait le coach perso, le diététicien, etc. Tout le monde veut du haut niveau à son niveau. Et ça passe par ça, ouais. Super intéressant. Merci Mathieu Avec vraiment plaisir. d'être venu Merci partager de m'avoir avec nous. invité. Je sais que tu es assez actif hein, sur les réseaux, notamment sur LinkedIn. Voilà, LinkedIn, Facebook, Instagram. Sur LinkedIn, on peut me suivre sur mon nom, Mathieu Toubza, et sur les autres sites, sur Facebook et surtout sur Instagram, sur le nom de Sport Posture Conseil, qui est le nom de la société que j'ai créée. Super. Il a aussi un module de formation, si vous voulez aller un peu plus loin dans le testing sur ses préférences. Donc on a survolé évidemment. Yes. Il y a aussi un module sur le e-campus de transfert. Il reviendra pour nous parler un peu de morpho-anatomie, ça va être hyper intéressant. Merci de nous avoir écoutés. Vous nous suivez sur peut-être en audio sur Spotify, sur Deezer, Apple Podcast ou encore Google Podcast. Peut-être que vous nous avez regardé sur YouTube ou directement sur mon site web. Rappelez-vous que des épisodes inédits vous attendent sur le e-campus de transfert. Je vous remercie pour votre fidélité et à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci, au revoir, à très bientôt. C'était ABD Podcast, votre émission 100% préparation physique et sciences du sport. Abonnez-vous, suivez-nous, partagez-nous. Écoutez-nous sur Google Podcast, iTunes, Deezer, Spotify. Regardez-nous sur YouTube ou directement sur www.broussal-derval.com.